Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ce plateau. Vosges Télévisions va se mobiliser tout au long de cette campagne express des élections législatives. Ce soir, place à un débat sur la première circonscription des Vosges, débat en partenariat avec nos confrères de Vosges Matin, dont j'accueille le chef d'agence d'Épinal, Philippe Nicole. Bonsoir Philippe. Bonsoir Jean-François. Merci d'avoir accepté de co-animer avec moi cette première soirée. Avant de vous présenter les candidats présents sur ce plateau, un mot comme nous l'impose l'ARCOM, l'ancien CSA, la Haute Autorité de l'Audiovisuel, sur la non-exhaustivité représentée lors de ces débats. Nous avons tenu, compte tenu des recommandations de la Haute Autorité, des résultats des dernières élections, de la représentativité des partis pour choisir nos invités, nonobstant la place sur notre plateau qui n'est pas extensible. Nous vous signalons donc la candidature également dans cette circonscription d'Evelyne Abaud de Lutte ouvrière, déjà présente en 2022 où elle avait recueilli 0,82% des voix. Sont avec nous par ordre alphabétique Pierre-François, candidat du Rassemblement national. Bonsoir. Bonsoir. Dominique Perrin, qui représente le nouveau Front populaire. Bonsoir. Bonsoir. On va préciser que vous êtes issu des membres des rangs de la France Insoumise. Et le député sortant Les Républicains, Stéphane Viry, candidat DVD pour cette élection. On va expliquer tout cela. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Voilà ce qu'il en est pour nos invités. Philippe, on va rappeler les enjeux financiers. Désolé de vous y coller, Philippe, mais c'est important. Il faut rappeler que chaque voix compte et rapporte de l'argent au parti. Oui, ça peut être aussi un moyen pour certains partis de gagner de l'argent, de se présenter à un scrutin, de présenter les candidats à un scrutin. Le financement de la vie publique et de la vie des partis politiques fait que ce financement il est basé sur le nombre d'élus et le nombre de suffrages récoltés à chaque scrutin, notamment législatif. Donc d'où la stratégie notamment de Lutte ouvrière qui propose des candidats dans chaque circonscription. Candidats hors sol, qui ne sont pas du département. Qui sont parachutés, il faut le dire carrément, et qui sont là justement pour essayer de récupérer quelques suffrages et un peu d'argent pour leur parti. Alors en matière sonnante et trébuchante, chaque voix... Chaque voix, ouais, c'est à peu près 1,64 € le suffrage. Il faut quand même, il y a une condition quand même, il faut au moins faire 1% dans 50 circonscriptions de France pour pouvoir prétendre au financement de l'État. Voilà. Donc en 2022, par exemple, on a relevé les chiffres, 370 000 € sont tombés dans l'escarcelle de Lutte ouvrière, 8 millions pour LFI, 9 500 000 € pour les Républicains et 10 175 000 pour le Rassemblement national, 19 500 000 € pour la majorité présidentielle. 4 candidats donc sur ce plateau, sur cette circonscription plus exactement, il n'y en a que 3 sur ce plateau. Quelques éléments de repère pour bien comprendre les choses, c'est la plus peuplée des Vosges, autour du bassin d'Épinal, 80 communes, 103 000 habitants. Moyenne d'âge la plus faible des Vosges, autour de 43 ans. Le niveau de vie médian le plus élevé, mais le taux de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté également le plus élevé du département, avec un taux de retraités plus bas que dans les autres circonscriptions et un fort pourcentage d'habitants qui vivent dans les pôles urbains, plus d'1 sur 2. Un taux de chômage, Philippe, je l'ai lu dans vos colonnes, qui est un peu en dessous de la moyenne du département, ouais. 6, voilà. Donc voilà les infos essentielles pour bien comprendre ce qu'il en est. On débute par un temps d'auto-présentation de chaque candidat ainsi que de vos motivations pour devenir ou redevenir député. Le tirage au sort a voulu qu'on débute par Stéphane Viry. On vous écoute. Alors quelques mots pour me présenter, même si je présume que les Vosgiens me connaissent plutôt bien. En tout cas, je suis né à Épinal, actuellement je réside à Uxenier, j'ai 54 ans. Je suis député des Vosges, j'ai mis de côté l'exercice réel de ma profession d'avocat. Je me présente à cette élection parce que la situation politique elle est inédite, elle me paraît grave, dangereuse. Je n'ai pas l'idée, je n'ai pas l'envie qu'un extrême politique vienne à gouverner le pays. Il reste 3 ans dans ce quinquennat et j'ai envie que ce soit 3 ans qui servent le pays, qui nous permettent d'aller de l'avant. Moi je suis pour l'action, je suis pour la stabilité du pays. J'aime pas l'aventure, lorsque en plus on ne sait pas précisément où on va. Cette élection, elle est à enjeu, elle est à risque, mais je m'y confronte avec beaucoup d'enthousiasme. On va y revenir évidemment, Philippe, dans un instant. Pierre-François, allez-y, présentez-vous. Alors moi, je me présente, je suis Pierre-François, je suis conseiller régional depuis 2021. Je suis attaché à Épinal, j'ai été candidat plusieurs fois à plusieurs élections à Épinal. J'ai 38 ans et je pourrais parler de mes motivations peut-être après ce tour de table. Attaché parlementaire d'un eurodéputé. Tout à fait. Une eurodéputée. Oui. Dominique Perrin. Je suis Dominique Perrin, donc je suis actuellement commerçante. Mais j'étais précédemment dans le travail social, médico-social pendant plus de 30 ans.
Et donc, je me présente pour ces élections parce que le Rassemblement national est aux portes du pouvoir et qu'il faut faire barrage à leur arrivée au pouvoir. Et parce que c'est l'occasion aussi de mettre fin à la politique de la droite et d'Emmanuel Macron, qui a plongé un grand nombre de Français dans la pauvreté et qui ne respecte pas la démocratie. On le voit encore avec cette dissolution qui suivent des 49-3 en série. Donc le moment est grave, oui, effectivement. La démocratie est en jeu et il faut absolument que les forces sociales et démocratiques puissent accéder au pouvoir pour remettre un peu de démocratie dans notre pays. Stéphane Viry, on va repréciser les choses. Donc vous partez d'hiver droite sur cette élection, comme il y a 2 ans d'ailleurs. On a bien noté que votre suppléant était Cédric Axer, estampillé Horizon, donc de la majorité présidentielle. Et que la majorité présidentielle ne vous a mis personne dans les pattes. Est-ce qu'il y a un pacte de non-agression ? Est-ce que vous vous rapprochez de la présidence ? Aucun. Je me présente comme j'ai toujours été, fidèle à moi-même, avec mes idées d'une droite sociale, d'une droite que je veux moderne, d'une droite que je veux au service du pays. Je vois effectivement dans votre décompte que vous m'estampillez LR, je le redis et je le confirme, je ne suis pas attaché LR à cette élection. En préfecture, lorsque je me suis enregistré, je n'ai pas coché la croix LR. Et les voix que les Vosgiens m'apporteront ne financeront pas le parti LR. Par rapport à l'explication apportée tout à l'heure par Philippe Nicole. En fait, la folie politique qui a emparé le pays suite à la décision du président Macron de dissoudre pendant les premiers jours a permis, en tout cas pour moi, d'éclaircir beaucoup de choses et de clarifier et d'accélérer. Je ne suis pas d'accord avec Éric Ciotti. Je ne suis absolument pas pour un accord avec le Rassemblement national, ni de près ni de loin. Je ne me voyais pas aller à la rencontre des Vosgiens avec les valeurs qui sont les miennes, en étant peut-être impacté par je ne sais pas ce qu'il adviendra des Républicains. Moi, j'ai mes idées, voilà, je les requalifie de droite républicaine. Donc vous avez refusé l'investiture. Oui, bien sûr. Enfin, je ne l'ai pas demandé. À un moment donné, on fait une démarche le mardi. Il faut qu'on fasse une requête avant 14h30 le mardi. Je n'ai pas fait cette requête. Je n'ai pas sollicité l'investiture des Républicains. Et lorsque je suis allé en préfecture, je n'ai pas donc coché la case rattachement financier aux Républicains. Et je ne me suis pas attaché aux Républicains. Beaucoup de vos collègues LR ont fait la même démarche, c'est-à-dire de refuser cet accord avec le RN. Mais qu'est-ce qui va les empêcher éventuellement de faire un accord avec le RN à l'Assemblée nationale une fois que l'élection sera passée ? Écoutez, il faudra leur demander à eux. Moi, j'ai posé ma ligne avec beaucoup de clarté. Ouais. Je ne suis absolument pas favorable à un accord avec le Rassemblement national. Ce n'est pas une position contemporaine. J'ai toujours eu cela. Moi, j'ai des valeurs d'agolisme. Votre position, elle ne changera pas. Non, elle si ne changera jamais pas. Il peut y avoir une possibilité d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale avec le RN. Jamais. D'accord. Jamais. Donc s'il y a la bascule possible, vous ne tomberez pas dans cette... Mais vous le savez, je crois, ça fait suffisamment de temps que j'essaye de bouger les lignes dans ce département, que j'ai un message politique à l'adresse des Vosgiens. Je suis le même, je suis fidèle à moi-même. Pendant 7 ans, j'ai été un député d'opposition. Je n'ai jamais accepté d'être dans la Macronie, ni en 2017, ni en 2022. C'est pas moi, je suis un député d'opposition. Et pendant 7 ans, j'ai toujours dit que le Rassemblement national n'était absolument pas une solution par rapport à ce qu'il incarne, par rapport à ce qu'il est, par rapport à son histoire, par rapport à l'hérésie de ses réponses. Pour moi, c'est très clair sur cette question-là. Vous êtes quand même plus Macron-compatible que RN-compatible. Mais je ne sais pas ce que ça signifie être Macron-compatible. Si ça signifie effectivement de rechercher l'action du pouvoir en place, ça ne me pose pas de difficulté. Mais s'il ne s'agit pas d'être compatible, moi, ce que je veux, c'est d'être utile à mon pays. Peut-être une droite constructive. En tout cas, je ne construirai rien avec le Rassemblement national. Alors, Rassemblement national, justement, Pierre-François, on constate que dans les Vosges, aucun député sortant LR, Jean-Jacques Gaultier, c'est la même situation dans la plaine, n'a répondu aux sirènes d'Éric Ciotti. Est-ce que vous avez eu un rôle ? Est-ce que le RN a tenté de mobiliser les élus LR vosgiens ? Comme l'a dit le président de la République, les masques tombent. Voilà, nous avons que des élus qui sont macronistes sur les Vosges. Voilà, Monsieur Viry, vous avez voté 80% des textes de 2022 à 2024. Vous avez voté 80% des textes avec la Macronie. Donc François, vous défendez le projet d'Emmanuel Macron, qui est un projet de casse sociale. Vous ne vous êtes pas positionné sur la réforme des retraites. Si, bien sûr. Je vais m'en expliquer. Bien sûr, mais vous avez été...
Je vais m'en Ça a été un expliquer. peu dans une hypocrisie, c'est-à-dire sur la circonscription, vous critiquez un petit peu la politique d'Emmanuel Macron, et puis quand il s'agit de défendre les Français, les habitants de la circonscription dans l'hémicycle, vous êtes absent. Vous avez une Vous êtes absent vision, et vous êtes avez, indécis. Monsieur François, vous Et je êtes candidat. pense qu'aujourd'hui, c'est l'heure des comptes, et l'heure des comptes, elle est arrivée le 9 juin dernier. Monsieur Une François, réponse rapide, Les Stéphane Français, Alors, les une Français réponse n'ont rapide. pas mal voté, c'est Une- ça que je veux dire. On a l'impression que les Français votent Mais c'est mal et pas vous le voulez sujet. protéger, les j'ai absolument Français pas, de ce qu'ils veulent. j'ai absolument pas On a un critiqué. projet qui n'est pas tenu, on a 88 députés, monsieur Monsieur François, Viry. je n'ai pas critiqué les Donc, Vosgiens ou les Attendez, Français. la réponse de mais Stéphane Viry. je n'ai on pas reprend. attaqué. Moi, je n'ai pas coupé, j'ai laissé monsieur Viry Oui, déployer. mais vous me cherchez. Vous comprenez, c'est un Ah, c'est débat. normal, vous avez des comptes à rendre et Mais vous oui, êtes mais- mal à l'aise sur... Alors, Mais Stéphane Viry, après, on vous redonne la parole. D'accord. Pierre-François, sûr. Vous avez une vision de la fonction de député qui n'est pas la mienne. Mais ne Pour soyez moi, pas méprisant, pour moi, un c'est- député, écoutez. non mais pour moi, un député, c'est pas l'homme d'un clan. C'est pas l'homme d'un parti ou une femme, pardon. C'est un député qui va voter ce qui lui paraît utile pour le pays. Je ne vais pas voter contre systématiquement un projet de loi venant d'une majorité parce que Vous avez je voté serais dans constructif l'opposition, aussi. il faudrait que je vote non. C'est pas ça être député. Ce qui compte, c'est le choix qui peut être utile pour le pays. Et aux yeux de tous, à l'Assemblée, à Paris, au niveau du pouvoir en place, je suis totalement identifié comme étant un député d'opposition. Je suis classé comme ça, je suis reconnu comme ça. Vous Il l'étiez. n'y a aucune confusion Vous l'étiez, à part, moi je suis un garçon honnête. à part dans votre Vous l'étiez tête, de monsieur 2000... François. Non, vous Pierre-François, l'étiez. allez-y. Moi je suis très honnête. Vous l'étiez de 2017 à 2022. C'est pour ça que vous avez été réélu. Parce que vous étiez un candidat qui votait moitié-moitié. J'ai été réélu Sauf- parce que j'étais un très bon Sauf député, qu'après, monsieur vous avez François. changé. Non, vous avez changé de position. Mais pas du tout. Vous avez même déclaré que vous vouliez arrêter la politique, que vous vouliez retourner. Mais voilà. je le confirme. Donc là, vous avez 3 ans d'avance, mais moi, je vous invite à faire votre projet personnel. Et, Pourquoi cette attaque personnelle Non, c'est- alors qu'on débat c'est depuis pas- 5 minutes? non, mais c'est pas une monsieur attaque François, personnelle. c'est ça le Rassemblement national. Moi, j'aimerais bien effectivement davantage savoir où vous voulez conduire On la va y venir France hein, sur le fond des et choses. comment vous voulez incarner les Vosges, si vous étiez député des Vosges. On va y venir évidemment. Hein. Alors sur cette présentation, la vôtre, cette fois Pierre-François, on va rappeler que vous étiez dans la 3e circonscription il y a 2 ans. Effectivement, vous êtes présenté sur les municipales et les cantonales sur cette circo. Pourquoi ici? Pourquoi maintenant? Est-ce que le fait qu'il y avait une candidate jeune, inexpérimentée, qui nous a valu d'ailleurs lors de ce débat d'être repris par les chaînes nationales, est-ce que c'est aussi ça? Le RN a besoin de candidats qui font plus le job, pardon pour l'expression? Pas du tout. Écoutez, moi j'ai un engagement, un ancrage local à Épinal depuis 2020. J'ai toujours voulu me défendre les habitants d'Épinal qui sont aujourd'hui menacés par une immigration massive, une sécurité qui s'en va, des grosses problématiques de pauvreté. Aujourd'hui, c'est la circonscription numéro 1, c'est la circonscription qui est quand même une des plus pauvres du département des Vosges. Donc on a un besoin cruel de pouvoir d'achat. Et nous, avec notre... nous espérons, enfin j'espère en fait de tout mon cœur que nous ayons une majorité autour de Jordan Bardella pour apporter des réponses concrètes au niveau national sur le pouvoir d'achat qui est aujourd'hui une demande On va y venir. plébiscitée Philippe. par les électeurs. Vous anticipez déjà un peu aussi les élections municipales de 2026. C'était une dissolution surprise. Ouais. Donc J'étais moi je déjà me en train de préparais à réfléchir, ouais. retourner effectivement en campagne municipale pour 2026 sur Épinal parce qu'il y avait des thématiques de sécurité et d'immigration qui me semblaient frappantes et je ne pouvais pas abandonner ce territoire. Dominique Perrin, on va rappeler que vous étiez la suppléante de Jules Feutet, parti trop tôt il y a 2 ans, que ça s'est joué à 600 voix près, il faut s'en souvenir, il y a 2 ans pour être qualifié pour le second tour. Pourquoi maintenant? Quelle est votre analyse globale de la situation? On a commencé à parler de cette situation exceptionnelle du pays et cette campagne éclair, inédite sous la 5e République. Alors aujourd'hui, la gauche rassemblée se présente à ces élections, donc sous le nom de Nouveau Front Populaire. Donc en fait, c'est un moment important parce qu'on peut effectivement changer les choses en France. On peut mettre fin à la politique de la droite de M. Viry et de M. Macron qui a mis quand même beaucoup de Français dans des difficultés financières et économiques. On peut s'opposer au Rassemblement national qui a des idées haineuses, sexistes et souvent racistes. Et donc, c'est très important de voter aujourd'hui. Vous pouvez prouver ce que vous dites? Parce que c'est toujours été dans vos programmes du Rassemblement national.
Voilà. Là, on parlait d'étiquettes, justement, là, on a attaqué là-dessus, sur les étiquettes de chacun. Vous êtes Nouveau Front Populaire, Oui. mais vous êtes surtout adhérente à la France Insoumise. Mais je suis Nouveau Front Populaire. D'accord. C'est un rassemblement de partis politiques, mais c'est aussi un ensemble d'organisations syndicales, citoyennes. Et... Ça vous pose un problème si on vous dit que vous êtes de la France Insoumise ou Non, pas du tout, pas du tout. La défense des personnes et de leur pouvoir d'achat a toujours été dans notre programme. On a aussi un programme par rapport à l'écologie de bifurcation, parce que c'est vrai que les deux partis en présence parlent très peu de l'écologie. Et aussi un projet de démocratisation redémocratisation de notre pays, parce qu'effectivement aujourd'hui il y a un homme seul qui décide 49.3 et dissolution de l'Assemblée, et qui fait donc des décisions tout seul. Et donc nous, on a le projet de revoir la Constitution pour que les pouvoirs soient de nouveau rendus aux députés. Alors, et voilà. avant de parler des programmes, quand même une autre question sur le Nouveau Front Populaire. On a lu Raphaël Glucksmann qui parlait d'un mariage de raison, qui n'était pas un mariage d'amour, il faut être clair, entre le PS, la France Insoumise. On sent très bien que la majorité présidentielle essaye de renvoyer tout le monde à ses chères études, l'extrême droite, l'extrême gauche. On n'est pas de l'extrême gauche. L'extrême gauche, c'est les révolutionnaires. Hein. Nous, on est dans la réforme. Alors le Conseil d'État vous donne raison. Le Conseil Voilà. d'État Donc, a classé par exemple le arrêter de NPA qualifier à l'extrême des gens gauche. arbitrairement extrême gauche. Ce n'est pas une réalité. C'est pas constitutionnellement, on n'est pas extrême gauche. Le Conseil d'État vous a donné raison là-dessus, il faut le reconnaître. Donc, et puisque Pierre-François va nous poser la question aussi sur l'extrême droite, par contre, le Conseil d'État a estimé que le Rassemblement national était encore un parti d'extrême droite. La réalité. C'est la réalité, en tous les cas, du Conseil d'État. Reproduire des propos qui sont à l'instant non T. fondés. Alors par contre, est-ce que c'est un mariage entre la carpe et le lapin quand même? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a entre le PS et la France Insoumise, il a fallu trouver en 3 nuits un accord? Un programme très clair, un contrat très clair, avec des délais très clairs, des mesures très claires, et tout le monde s'est mis d'accord. Donc, quand nous serons au pouvoir, ces mesures seront mises en place avec un calendrier très clair. Ces mesures, elles font partie d'un programme global, très structuré et financé correctement. Il y a donc le prix Nobel de l'économie, Esther Duflo, qui dit qu'effectivement, notre programme, il est financé, il est faisable. Donc, on a un programme, des gens, tout un grand nombre de personnes, de partis, de syndicats, d'associations diverses qui nous soutiennent. On voit tous les jours de nouveaux soutiens, des personnes qui sont engagées dans la vie des Français, qui sont engagées pour que les choses changent. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, les Français, ils sont de plus en plus dans la précarité, ils ne comprennent plus comment sont décidées les grandes décisions au niveau national. C'est le président qui décide des choses, on prend des lois, on limite les libertés des gens, on dissout l'Assemblée, on parle d'aller faire la guerre, etc. Nous avons un programme, nous, qui est clair là-dessus. On veut la paix à l'intérieur de notre pays et aussi à l'extérieur du pays. Donc, si on en revient pour ce qui va se passer après l'élection, oui. Jean-François a la bonne question. L'accord, le Nouveau Front Populaire, une espèce d'alliance, là, on ne voit pas trop bien où ça va. Est-ce qu'après l'élection, cette alliance-là, ce rassemblement, il va encore être valable en fonction des résultats? Qui portera le pouvoir? Qui à Matignon? Ça sera aussi la grande question. Comment on peut se poser la question entre le LR et le RN? Et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y aura des accords? Est-ce que là, votre Nouveau Front Populaire, il va tenir la route une fois que les élections seront passées? On a un programme très structuré, comme je disais tout à l'heure. Donc, ça, c'est le programme, mais après, vous êtes d'accord avant l'élection. Mais après l'élection, est-ce que... On est d'accord avant. Le programme, il est très rapide, en fait. Donc, les choses vont être faites rapidement. Ouais. Ensuite, c'est vrai qu'effectivement, il y a des égos, comme les voilà, ces messieurs-là qui s'attaquent l'un à l'autre. Bon, je veux dire, il n'y a pas forcément à mettre en avant les égos des uns et des autres.
nous, on se base sur quelque chose de concret. C'est pas moi le meilleur, c'est pas moi le meilleur. Ouais. Voilà. On a quelque chose de concret. Pardon de vous poser la question. Bon, c'est pas dans la première Mais là, on peut pas le dire, circonscription des Vosges qui. Ouais, mais ça va être. C'est un enjeu aujourd'hui. majeur parce que vous savez très bien que Jean-Luc Mélenchon a un effet quand même repoussoir pour beaucoup d'élus et d'électeurs, y compris de gauche. Donc c'est quand même un enjeu majeur. C'est-à-dire qu'est-ce que la France insoumise tirera encore les ficelles? Est-ce qu'on trouvera un compromis? On a parlé de Laurent Berger à un moment. Et il va falloir. C'est quand même important de savoir à quoi ressemblera le coup d'après. Bah oui. C'est pas encore décidé. Enfin, c'est pas encore officiellement décidé. Moi, je ne vais pas là-dessus parce que en fait. On a quelque chose de concret. Après, la personne c'est sûr, mais pour les électeurs, il faut bien comprendre quand même ça va être un enjeu majeur. On connaît quand même beaucoup d'électeurs de gauche qui vont se dire mais si c'est Mélenchon à Matignon, j'y vais pas. C'est quand même, pour la clarification, puisque c'est le mot du moment, c'est quand même important pour les électeurs de savoir... Moi, j'appelle quand même les électeurs à se pencher sur le programme et ce qui est concrètement proposé. Et on va le décliner. Parce que la vie quotidienne des Français, c'est pas qui passe à la télévision. Aujourd'hui, la plupart des Français ne regardent même plus la télévision parce qu'ils sont tellement écœurés par les différents Mais vous savez bien que l'incarnation, c'est quand même très important. Qui ne sont pas des vrais débats, mais des invectives, des accusations de ci, de ça qui sont fondées sur rien, des mots qui sont utilisés à tort et à travers. Donc aujourd'hui, on propose de faire de la démocratie à l'Assemblée nationale. On va y venir sur votre programme. On va y venir. Et pas des décisions qui sont prises arbitrairement et après des invectives ou des accusations attaquant tel groupe de la population ou telle personne politique qui ne sont basées sur rien. Pierre-François, sur cet effort de clarification dont je parlais, il y avait aussi la possibilité de faire équipe avec Reconquête. Chez vous, il y aura seulement une candidate qui représentera ce parti. Vous y allez seul, les choses sont claires de ce point de vue-là, mais il y a aussi quand même cet accord avec Éric Ciotti. Quoi ça pourrait ressembler si vous passez pour nous, on n'y va pas seul. Cette fois-ci, nous nous rassemblons largement de la droite républicaine menée par Éric Ciotti a effectivement une partie parce que moi je crois que le candidat sur la deuxième circonscription a reçu le soutien du candidat Reconquête. Lui, effectivement, les républicains des Vosges, je le regrette, n'ont pas souhaité venir se joindre à ce moment d'espoir pour la population, de faire une union nationale pour mettre enfin en œuvre une politique qui est réclamée par la population, notamment vosgienne, depuis des dizaines et des dizaines d'années. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Et en plus, nous avons l'opportunité d'avoir déjà choisi notre Premier ministre, qui serait Jordan Bardella. Et si on lui donne une majorité absolue, il a dit qu'il n'exercerait pas s'il n'avait pas la majorité absolue. Bardella, il se présente pour les européennes, et puis 15 jours après, il se présente il veut être Premier ministre. Alors, les Français, ils votent pour un candidat. Parce que la démocratie, c'est tolérer aussi les gens qui ne pensent pas comme vous. Mais la question mérite d'être posée. Les gens qui ne pensent pas comme vous sont nombreux. Je ne dis pas le contraire, mais je dis que quand on se présente pour un mandat, on exerce le mandat. On ne va pas 15 jours après dire je vais faire autre chose que pour votre information, Madame Perrin, Jordan Bardella n'est pas candidat aux élections législatives. Je sais, mais il était candidat donc il n'est pas candidat aux élections législatives. Et si la France l'appelle, si l'Union nationale que je représente, apporte une majorité absolue à Jordan Bardella, il pourra en tout cas être Premier ministre. Alors, si on l'appelle, mais pour le moment, il n'est pas candidat aux élections législatives. Vous avez fait un très gros score sur les européennes, 31,5 au niveau national, à plus de 40% dans les Vosges. Comment est-ce qu'on convertit ça sur un mandat, pour le coup, purement national, 3 semaines après? Est-ce que, pour vous, c'est mécanique, les gens, 3 semaines après, vont y aller forcément? Je pense que les gens, aujourd'hui, ont besoin d'un changement de politique de manière urgente. C'est la raison pour laquelle ils ont porté le programme de Jordan Bardella largement en tête sur tout le territoire, je crois, dans 93 communes de France. Donc, à partir de ce moment-là, la dissolution devenait obligatoire pour le président de la République. Il n'avait pas le choix. Est-ce que le timing était bon? Je poserai la question à tout le monde. Ça, c'est son problème. Nous, non, c'est le nôtre aussi, et c'est le vôtre. C'est le problème du président de la République. Il aurait pu choisir un autre timing. Pour vous, c'est un vote d'adhésion au programme du RN ou un vote de rejet de la politique de M. Macron? C'est un vote d'adhésion à notre projet. Les Français se sont dit il faut qu'on fasse quelque chose pour le pouvoir d'achat. Tout ce qui a été fait, les chèques, c'était un peu l'aumône. Et en fait, les Français ils veulent travailler et vivre de leur travail. Et ce qui s'est passé, c'est que
les gens en ont vraiment ras-le-bol de la politique d'Emmanuel Macron. Et ils en ont eu ras-le-bol dès 2 mois après. Ils en ont eu ras-le-bol, j'ai envie de dire, dès juin 2022. Vous êtes en train de dire, ils en ont ras-le-bol de M. Macron. Voilà, depuis 2022, et maintenant ils adhèrent à notre projet, puisqu'ils ont mis toutes les conditions pour qu'on puisse avoir une majorité absolue. C'est pour ça que je suis assez enthousiaste, parce qu'enfin, on va pouvoir changer de politique. Moi, je me suis engagé il y a 10 ans, c'était pour porter le programme du Rassemblement national et de Marine Le Pen au pouvoir. Un projet sur lequel Jordan Bardella est déjà en train de revenir. Sur les mesures économiques. Sur de nombreuses mesures. On va y venir dans un instant. Nous sommes une rupture raisonnable. Donc on ne va pas raconter des cracks aux Français. La situation que laisse Emmanuel Macron au pays est catastrophique. On a 1 000 milliards de dettes quasiment depuis le gouvernement Macron. De plus, c'est 3 000 milliards au Alors, total. c'est facile après de nous laisser, débrouillez-vous. Ça vient pas d'arriver aujourd'hui, quoi. La situation de la France, elle est connue avant que M. Bardella fasse son programme. Oui, non, mais de toute façon, on priorise. Enfin, je veux dire, c'est ce qu'on demande à chaque employé, chaque salarié. On priorise ses tâches. Pas l'état de la France. L'état de la France est connu depuis. On le connaît, mais on va faire un audit pour savoir qu'est-ce qui se cache dans les placards. Voilà. Et les Français sauront grâce à ça. Stéphane Viry, quelle place dans la tripartition, comme on dit aujourd'hui, ou la tripolarisation que constitue donc le bloc central, le nouveau Front populaire et l'extrême droite, quelle voie VOIE pour les LR aujourd'hui, ou les divers droites que vous pouvez... Les LR, je ne sais pas. Ou divers droites je ne sais pas. Déjà, c'est d'admettre le suffrage des électeurs. Le 8 juillet au matin, il y aura effectivement 577 députés qui seront élus. Et j'insiste, parce que j'entends des choses sur ce plateau qui me dérangent, il faut respecter l'état de droit. Il faut respecter les votes qui ont pu avoir lieu en 2022, même s'ils ne vous conviennent pas. Moi, Emmanuel Macron n'était pas mon candidat. Il est président de la République. Et s'il le souhaite, jusqu'en 2027... Et il faut faire avec. C'est pas en cherchant le chaos. On attendait 88 députés du Rassemblement national. Mais je l'admets, et ils ont siégé à mes côtés. Il n'y a pas de problème avec l'état de droit et les institutions. Écoutez, j'entends quand même laisser à penser que les électeurs ont voté comme ça, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il y a des choses qui me dérangent par rapport aux institutions, par rapport à la stabilité du pays. On verra donc effectivement la configuration parlementaire le 8 juillet au matin, avec énormément d'inquiétudes. Je crois que les instituts de sondage se trompent rarement maintenant, avec une France qui reste d'être ingouvernable. Et il faudra bien qu'un député, femme ou homme, porte la voix des Vosges dans le cadre d'une forme de capharnaüm gouvernemental. Alors que je le dis, et je le redis, pendant 3 ans, jusqu'à la fin du quinquennat, la France ne pourra pas se cacher. Oui, effectivement, sur certains sujets, il faut être dans la rupture. Oui, effectivement, il faut faire autrement. La droite n'est plus au pouvoir depuis 12 ans. Donc moi, je veux bien qu'on fasse tous les procès, mais ça fait 12 ans que la droite n'a pas été en responsabilité. Et d'ici là, il s'est passé beaucoup de choses, et la droite a su renouveler ses solutions pour les Français. Moi, si je suis élu, tout simplement, je chercherai à être utile à mon pays et à porter la voix des Vosges la plus républicaine, solide et constructive possible. Je ne m'invente pas, c'est ce que je fais depuis 7 ans. Là, juste avant la dissolution, je travaillais avec des députés écologistes, Renaissance, Insoumis, Modem, sur la question du harcèlement moral en entreprise. J'ai pris l'initiative de créer, parce que c'est un sujet. Je voulais faire avancer cette cause, on a bossé, alors qu'on ne pense pas la même chose et que je suis un mec de droite. Je travaillais également avec Dominique Potier, député socialiste, et une députée Renaissance sur la question du travail. On va en parler dans un instant. Pendant 6 mois, on a travaillé avec l'idée de sortir des solutions concrètes pour revaloriser la valeur travail. Bon, c'est bien, mais on a envie de dire que c'est le travail ordinaire quand même en commission, d'être transpartisan. Mais c'est la même chose. Texte par texte, sujet par sujet, en évitant des solutions radicales qui ne correspondent pas à l'équilibre politique du pays et qui sont des fausses bonnes solutions. C'est la même chose que ce que je fais avec mes idées de ma droite depuis 7 ans. Mais je souhaite profondément, réellement, qu'il se passe des choses utiles. Et j'ai peur du 8 juillet. Alors, juste une précision. Effectivement, je ne finirai pas ma vie professionnelle dans la vie politique. Je l'ai toujours dit. Je n'avais pas initialement l'idée de me représenter en 2027. La configuration, elle est inédite. Personne n'attendait une dissolution à ce moment-là. Je ne me voyais pas laisser le Rassemblement national prendre cette terre vosgienne. C'est une des raisons pour lesquelles, au-delà du fait que je veux continuer mon action, que je me suis présenté. Alors on va faire un peu de fiction. Si vous êtes réélu 2027, vous mettez le clignotant ou vous repartez... Ça a toujours été mon idée, effectivement, de dire que la politique, c'est une fonction, c'est une mission. Il faut la faire avec enthousiasme, il faut la faire avec des idées pour le pays. La fonction de député, elle est magnifique, mais elle est assez épuisante. Je n'ai pas effectivement l'idée de m'inscrire dans un temps long dans la vie politique. Je l'ai déjà dit sur vos plateaux lors d'émissions antérieures, ça ne change rien. Sauf que là, il y a une urgence démocratique.
Il y a la nécessité pour moi de faire en sorte que cette terre des Vosges ne parte pas dans les extrêmes. C'est la raison pour laquelle j'y retourne avec ma personnalité, avec mes idées et avec la façon dont j'ai exercé la fonction de député, c'est-à-dire un député plus de terrain que de parti, un député qui essaye d'associer les Vosgiens à sa prise de décision. Allez, un petit jeu de fiction, hein, désolé, mais les gens se posent forcément la question. Quid s'il y a une triangulaire sur cette circonscription? Stéphane Viry, avec plusieurs cas de figure, vous êtes en ballotage favorable, défavorable. Est-ce que, compte tenu de l'urgence et d'un barrage éventuel contre le Rassemblement national ou autre, est-ce que vous pourriez être en mesure de vous retirer? Je n'envisage pas absolument cette hypothèse que je sois... Ça existe, hein? Ouais, mais on peut mettre sur la table toutes les options, on peut se faire plaisir. Moi, j'ai confiance dans le choix enthousiaste, volontaire et raisonné des Vosgiens. Je ne conçois pas effectivement que je sois, pour dire les choses, en 3e position à l'issue du premier tour. Et en cas d'élimination, alors là, effectivement, ça existe. Je poserai la question à vous trois, il faut être tout à fait clair. Il faudrait faire un choix entre le RN et le Front Populaire. Et ça, c'est une vraie question. Avec quand même, toute l'immodestie que je peux avoir, je n'imagine pas être éliminé au premier tour. Donc, vous ne voulez pas jouer cette fiction-là. Dominique Perrin, alors, même question, c'est important quand même. Non, nous, je ne donnerai pas je me retirerai pas. S'il y a une triangulaire, même si vous êtes très très loin des 2 premiers candidats. Et je ne donnerai pas de consigne aux électeurs, hormis de ne pas une seule voix au Rassemblement national. Le Rassemblement national, j'imagine qu'en cas de triangulaire, vous maintiendrez, ça, il n'y a pas trop de suspense par rapport à ça. Nous maintiendrons et puis nous appellerons tous les électeurs de droite ou de gauche de participer à cette union nationale au premier tour comme au deuxième tour. Et seuls les électeurs pourront juger de qui ils mettront en tête le soir du 30 juin. Allez, on en vient au fond maintenant, vos programmes respectifs. On a commencé à l'évoquer en partant du pouvoir d'achat, thème dominant. Toutes les études sont claires par rapport à ça dans toutes les enquêtes d'opinion donc chez les Français. Pierre-François, la France affiche 5,5% de déficit public, 110% de dette qui s'établit à 3 000 milliards d'euros, je l'ai déjà dit. On est très loin des règles édictées par la Commission européenne. Votre programme économique, tous les observateurs l'ont dit, est très mouvant. Chaque jour, il y a des choses qui disparaissent ou en tous les cas qui sont mis un petit peu sur le côté. Notamment le retour de l'âge de la retraite. À l'heure où on se parle, est-ce que, vous pouvez dire clairement à nos téléspectateurs, quel serait l'âge légal du départ à la retraite si le Rassemblement national arrive au pouvoir? Alors déjà, c'est le bilan d'Emmanuel Macron. C'est bien beau de dire que la France est dans un état catastrophique, c'est quand même le bilan d'Emmanuel Macron depuis 2017. Donc nous avons un programme raisonnable. Avec l'abrogation de la réforme des retraites qui coûte de l'argent aujourd'hui. Il y a une petite ambiguïté là-dessus, c'est qu'on a l'impression qu'on a fait des réformes pour assainir les comptes de l'État, c'est faux. Cette réforme coûte plus de 400 millions d'euros par an au budget de l'État. Donc, si on revient à un âge inférieur, le coût est surdimensionné. De toute façon, moi je suis très à l'aise là-dessus parce qu'à un moment donné, il y a un projet de société. Il y a un projet de société, on ne peut pas permettre à ce que des gens qui commencent le travail, surtout dans les métiers pénibles, avant 20 ans, partent à 64 ans. C'est profondément inhumain. D'ailleurs, la plupart du temps, ils n'y arrivent pas. Ils sont ou en arrêt maladie. Il faut savoir que plus de 2 Français sur 3 sont en inactivité au-delà de 60 ans. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez aller jusqu'à 67 ans et puis tout le monde est au chômage. C'est qui paye à la fin? C'est quand même de toute façon les Français et l'État et la dette. Donc on abroge tout de suite ou pas? Et quel serait l'âge légal? Non, on n'abroge pas tout de suite puisque nous sommes les carrières longues, on a compris. Mais... En fait, c'est pas faisable. On ne peut pas demander d'appliquer un programme qui était prévu sur 5 ans en 3 mois. Donc on a des mesures d'urgence. Les mesures d'urgence, c'est le pouvoir d'achat. Donc on baisse les taxes sur les carburants immédiatement. C'est chiffré entre 5,5%. Donc de 20 à 5,5% pour les carburants. Vous n'avez pas répondu à la retraite. La retraite, on n'y touche pas pour l'instant. La retraite, il y a la mesure. Jordan Bardella, c'était très clair. La retraite, on va tout de suite permettre aux personnes qui sont rentrées en âge sur le marché du travail avant 20 ans peuvent partir à 60 ans. Ça peut se faire immédiatement. Ensuite, il y a un calendrier. Donc, à partir du mois d'octobre, on va se projeter. On va projeter donc le budget de 2025. Et là, on engagera les réformes. Nous engagerons nos réformes sur les retraites, bien évidemment, sur l'immigration. Mais sur l'immigration, on va déjà agir tout de suite. Mais on va refaire un projet. Voilà, parce que vous savez que le président de la République a encore des pouvoirs et nous serons quand même qu'une cohabitation, donc nous n'aurons pas tous les pouvoirs.
Alors sur les mesures d'urgence, donc cette baisse de la TVA à 5,5% sur l'énergie qui va coûter forcément de l'argent, comment on finance, quels sont les leviers? Notre doctrine, c'est on arrête de taper toujours sur les mêmes, on arrête de prendre l'argent toujours sur les mêmes. Donc c'est des mesures d'urgence. Aujourd'hui, c'est essentiel. Les Français n'arrivent plus à boucler leur fin de mois. Quels Français? C'est qui les Français là? Vous parlez de... C'est les Français de la classe moyenne qui est en train de se paupériser parce qu'une inflation qui galope depuis des années et des années, au bout d'un moment, ça appauvrit les gens. Et donc on va pas chercher l'argent chez les riches comme sur le nouveau Front populaire dont on va parler dans un instant. On va rétablir un impôt sur la fortune financière. Ça, c'est quelque chose qui est prévu dans notre programme. On va arrêter aussi, on va essayer de lutter contre la fraude sociale qui coûte des millions et des millions. Il y a aussi cette fameuse AME, donc l'aide médicale d'État, qui coûte une fortune, ce qui fait que n'importe qui en France peut se soigner les dents, alors que beaucoup de Français ne payent plus leur mutuelle aujourd'hui, n'ont plus les moyens de payer leur mutuelle. Ça, faut le savoir dans notre territoire. Beaucoup de personnes refusent de se soigner par pauvreté, et des personnes qui viennent d'arriver, qui n'ont jamais cotisé, peuvent bénéficier de soins que les Français aujourd'hui se privent. Donc on la remplacera par une aide médicale d'urgence, parce qu'on est en France. La France, quand quelqu'un a un accident, on le soigne. Donc il n'y aura pas de sujet là-dessus. Sur tout dernier mot là-dessus, on va faire tourner la parole évidemment sur les programmes. L'expérience de Giorgia Meloni en Italie qui a dûu beaucoup amender sa politique économique. Et une fois arrivé au pouvoir en Italie, vous avez tenu compte de cet état de fait. C'est pas notre allié. C'est pas notre allié. Giorgia Meloni, justement, on avait joué sur les peurs. Attention, on avait retiré toujours la même diatribe. Ouais, mais elle a renié en grande partie son programme. Finalement, elle a été raisonnable. Et puis, les Italiens ont l'air satisfaits de sa politique. Donc, nous pouvons très bien arriver aux commandes du pays sans qu'il se passe ce qu'on nous prédit, les invasions de sauterelles, le soleil qui ne se lève plus. Stéphane Viry, quelle grande ligne? Vous avez une liberté de parole qui est de fait, puisque pas soutenue par un parti, et puis ne sachant pas ce que sera demain, qu'est-ce que vous avez envie de dire sur le programme économique souhaitable pour la France aujourd'hui? Que l'inflation, effectivement, a fait du mal au pays, mais qu'on savait, à l'issue de la crise Covid et indépendamment de l'Ukraine, qu'il y aura une tension sur les prix. Moi, je veux une mesure sur l'essence. J'ai d'ailleurs déposé une proposition de loi consistant à supprimer la TVA sur la taxe. Vous savez que l'essence, il y a une taxe, et en plus, en France, on rajoute une TVA, ce qui est absurde, ce qui est injuste économiquement. Donc cette proposition de loi, je l'ai déposée. Naturellement, je continue à la soutenir. Je veux une mesure également sur l'énergie, sur l'électricité. Il y a une capacité effectivement... On bloque ou comme le propose le Rassemblement national Il faut revoir l'organisation du marché qui effectivement a été peut-être opportun lorsqu'il n'y avait pas de problème il y a 10 ans. Lorsqu'on avait l'idée en Europe de faire autrement. Pour avoir un prix compétitif d'électricité, il faut remettre la question du nucléaire au cœur de la table. Je suis également d'avis de baisser les cotisations sociales sur les salaires. Ça restera du salaire net en plus pour les Vosgiennes et les Vosgiens qui travaillent. Une mesure également pour les classes moyennes, qui sont à mon avis les matraqués du système français depuis trop d'années. Viser très concrètement 10% de réduction de l'impôt sur le revenu. Voilà, des mesures très concrètes qui peuvent être mises en place dès... Et qu'on finance comment ? Tout ça, c'est des mesures qui sont à la marge. On est très loin des gouffres des programmes du Front populaire ou du Rassemblement national. C'est des mesures qui peuvent être intégrées dès l'automne prochain dans le projet de loi de finances 2025 pour le pays. C'est quelque chose qui est déjà dans les tuyaux les années passées. Ce sont des mesures que j'ai proposées par amendement lors des 2 années passées, lors du débat budgétaire, avant qu'il y ait le 49.3, qui nous interdisent d'aller au-delà. Ouais. Donc c'est vraiment des choses qui sont à portée de main. Votre position à vous sur l'ISF, elle est quoi ? Je trouve que ça a été maladroit de supprimer l'ISF, parce que culturellement, celles et ceux qui payent l'ISF s'étaient habitués et n'avaient pas fui le pays. Ouais. Je pense que c'était effectivement une coquetterie donnée à une partie de la population. Donc on le réintroduit, comme va nous le proposer Dominique Perrin ? Le réintroduire maintenant, le coup est tiré. En tout cas, moi, je le redis peut-être pour ouvrir également un autre champ du débat, moi j'étais de ceux, et aussi je l'ai confirmé par amendement, qui auraient été favorables à une taxation des super profits des énergéticiens à l'issue de la sortie des crises. Temporairement, pas instaurer un impôt durable ad vitam aeternam. En tenant compte des surprofits. Écoutez, il y a une situation exceptionnelle, à mon avis, recette exceptionnelle pour une forme de partage de la richesse
qui pourraient bénéficier à financer des mesures contre la précarité. Donc moi, je n'ai pas d'état d'âme, c'est pas parce que je suis un homme de droite qui prône plutôt une politique de l'offre, très favorable à une économie de marché en tant que telle, mais je veux qu'elle soit régulée. Vous avez compris ma position de droite sociale. Je ne suis pas absolument défavorable ou hostile par principe à ce qu'on aille chercher de l'argent quand il faut, là où il y en a. Dominique Perrin, votre programme est très ambitieux, 20 actes de rupture, retour à la retraite à 60 ans, Jean-Luc Mélenchon l'a dit, vous partirez tout de suite si on est... Avec également le SMIC porté à 1 600 € net, qui fait beaucoup parler. Donc où est-ce qu'on en est par rapport à tout cela? Au lendemain, on va le rappeler quand même, du grand oral devant les patrons, qui ont fait état à la fois de leurs inquiétudes sur le programme du RN et le programme du nouveau Front populaire. Alors par rapport à la retraite, c'est vrai qu'on va abroger la réforme des retraites, donc revenir immédiatement sur la réforme donc, à 62 ans et après on va faire en sorte, on a comme objectif de revenir à 60 ans assez rapidement. Ce que je souhaite préciser là-dessus, c'est que M. Véry, qui dit qu'il écoute les habitants de sa circonscription, n'a pas entendu les manifestations contre la réforme des retraites. Il n'était pas là au moment du vote. C'était quand même quelque chose qui concernait beaucoup. Quel vote, madame? Contre la réforme de retraite. Vous étiez il n'y a pas eu de vote à l'Assemblée nationale. On va repréciser les choses. Non, mais je veux bien effectivement parfois être absent parce qu'on ne peut pas être à la fois en hémicycle ou porter... de la discussion et vous étiez... Madame, j'ai déposé plus de 100 amendements sur la réforme des retraites. Et je déplore que la France insoumise m'empêchait de les défendre. Rappelez-vous, un moment historique. La réforme des retraites, on va y venir, je présume. Elle était, me semble-t-il, incontournable. Elle était sur le tapis. J'ai naturellement écouté les Vosgiens parce que je les ai consultés par un questionnaire. Je les ai reçus. J'ai reçu les syndicats. J'ai traduit tout cela dans des amendements à la fois sur des questions de financement, de pénibilité, de mesures pour les fins de carrière. Vous n'avez pas écouté les personnes, les habitants. Madame, je me permets juste d'intervenir. Pour bien préciser les choses. Préciser les choses, Stéphane Guéry n'a pas voté la motion de censure portée par le groupe Lyot, à laquelle il a manqué 9 voix. Ça, c'est factuel. Je rappelle sur la question des retraites que, madame, il y avait moyen de faire la motion de censure et de s'opposer à ce qui se passait. Donc, voilà. Sur la question des retraites, je veux dire, on peut vous écouter, M. Véry, vous avez la parole en longueur de temps. Donc, non, il y a des comptes, madame. Non, mais vous êtes député, vous avez eu longtemps l'occasion de vous exprimer. Ça s'appelle la démocratie. Voilà. En tous les cas, sur ce plateau, on aura une égalité complète. Réponse rapide, parce qu'effectivement, Dominique Perrin a un peu de retard. Je prends 10 secondes. Sur la question de la réforme des retraites, il y avait une vingtaine d'articles dans le texte. Ordre de Jean-Luc Mélenchon, faire de l'obstruction pour qu'on ne dépasse pas l'article 2. Pendant 15 jours, on a examiné l'article 1 à l'article 2. Moi, je voulais qu'on aille aux autres articles qui concernaient la pénibilité, qui concernaient les carrières longues. Par l'attitude stratégique de la France insoumise d'obstruction, on n'a pas pu faire le travail parlementaire de défendre les gens sur la question des retraites. Elle est là la vérité. Et si on est allé au 49.3, c'est de la faute de la France insoumise qui a un comportement irresponsable sur ce sujet essentiel pour les Français. Pour moi, il fallait aller au bout. Il fallait aller au bout. Voter la motion de censure. Il fallait voter cette motion de censure. Les Vosgiens se sont sentis abandonnés. Dominique Perrin, allez. Pour notre programme par rapport au pouvoir d'achat, c'est donc augmenter les pensions minimales de retraite, le SMIC à 1 600 €, et puis bloquer les prix des produits de première nécessité, l'eau, l'électricité et les produits alimentaires de première nécessité. Sur le chiffrage, ça, alors, dans un premier temps. On va préciser que, alors on enregistre ce débat, le chiffrage qui devait être présenté à la mi-journée jeudi n'est pas encore, ce vendredi, pardon, n'a pas été encore totalement. Jean-Luc Mélenchon a parlé de 200 milliards qui seraient financés à peu près à la même hauteur. Oui, et puis en fait, faut savoir que quand même, ça sera des mesures qui seront à la place des mesures qui ont été prévues par l'actuel gouvernement. C'est pas des dépenses que l'on prévoit, c'est pas des dépenses supplémentaires, c'est une autre façon de gérer les revenus. Alors effectivement, il y aura un peu plus de dépenses, mais il y aura aussi de nouvelles entrées puisque on va remettre l'impôt sur les grandes fortunes, on va mettre de nouvelles tranches au niveau des impôts
surtout qui concerneront une progressivité pour les hauts salaires. Et puis on va aussi supprimer certaines taxes, hein, parce que c'est un peu compliqué à expliquer, mais il y a la flat tax et puis remettre en place d'autres taxes. Donc, en fait, le financement, il existe, il est possible. Alors, c'est vrai que c'est un rééquilibrage, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les très, très riches accumulent des sommes, des milliards, et la population, certaines personnes, aujourd'hui, là, on est le 21 du mois, et ils sont en train de manger des pâtes. Enfin, moi, je suis travailleuse sociale, j'ai vu ces dernières années la dégradation des conditions de vie des personnes qui avaient des petits revenus, puisque je gérais des budgets. Donc j'ai géré des centaines de budgets et j'ai vu effectivement que les lois qui étaient passées en grande partie avec des signatures des députés de la droite et parfois assez souvent aussi du Rassemblement national, puisqu'il y a eu quand même des fois où le Rassemblement national signait les lois proposées par la Macronie, font qu'aujourd'hui, beaucoup de Français sont en difficulté, vraiment en situation de précarisation. On le voit aussi avec les chômeurs. Là. Je veux dire, aujourd'hui, les personnes, par exemple, qui travaillent, il est question de passer à 8 mois pour pouvoir toucher des ACEDIC. Je veux dire, les gens qui travaillent en saisonnier ou qui travaillent par exemple, dans des travaux qui sont en lien avec les saisons, ils n'auront plus de chômage. Alors, tour de table là-dessus, sur le régime de l'assurance chômage. Pierre-François, on y touche pas? L'assurance chômage, elle est excédentaire, donc il n'y avait aucune raison d'y toucher. C'est une volonté, encore une fois, d'Emmanuel Macron de faire la poche aux Français. Il a essayé de faire vider les comptes de l'Agirc Arco, donc la complémentaire de retraite. C'est aussi la volonté de remettre quand même un peu, tendre vers le plein emploi. Vous le savez bien, sur notre territoire comme partout, il y a une inadéquation entre l'offre et la demande. Il y a beaucoup d'employeurs qui cherchent de la main-d'œuvre et qui n'en trouvent pas. Donc l'idée, c'est de la brutalité. À la fin du premier trimestre, il y avait 550 000 postes non pourvus en France. Il y a 550 000 emplois qui sont non pourvus. Oui, mais la situation est tellement difficile, c'est que les gens aujourd'hui, même pour se déplacer, ils n'ont même plus l'argent de mettre de l'essence dans leur voiture. Donc déjà, pour le retour à l'emploi, il faut avoir des bonnes conditions. On est dans cet état parce qu'il y a une gestion calamiteuse depuis 5 ans. 6 ans, 7 ans. Bon, on comprend qu'il y a une partie aussi de votre électorat qui se situe là, mais il y a quand même ces patrons. De manière tout à fait sincère. Et j'ai même envie d'aller plus loin. Que dites-vous à ces petits patrons, ou patrons d'ailleurs de PME? J'ai envie de leur dire qu'il faut que les gens aient du chômage, par exemple, pour ceux qui sont saisonniers. Aujourd'hui, tous les travailleurs saisonniers que vous avez, par exemple, je sais pas moi, dans le tourisme, l'hôtellerie, aujourd'hui, ils sont partis à l'usine en fait pour avoir un CDI. Parce à force de leur dire vous êtes des profiteurs, ils ont dit d'accord, moi je prends un CDI, je construis ma vie et j'arrête cette vie précaire qui me correspondait. Mais puisque on veut me supprimer mes allocations de chômage parce que je ne travaillerai pas assez longtemps pour pouvoir subsister le reste de l'année, et après c'est comme ça qu'on crée des métiers en tension. Ouais. Qu'est-ce que vous dites à un restaurateur qui n'arrive pas à trouver un cuisinier parce que les cuisiniers préfèrent rester au chômage que de venir faire des heures en cuisine? Écoutez, il y a des patrons de restaurants qui arrivent, ou dans l'hôtellerie, qui arrivent à rendre le métier attractif. Ils augmentent leur salaire, nous on le propose avec les exonérations de charges au-delà de 10%. Et puis même en proposant un logement pour attirer les personnes. Et puis il faudra bien sûr une action de l'État pour s'engager au niveau des formations. Former du personnel localement, mais il faut rendre attractifs ces métiers-là. Il faut bien communiquer. On a souvent une mauvaise image de ces métiers, c'est là-dessus qu'il faudrait travailler. D'ailleurs, je crois que les missions locales le font déjà bien, donc il faut renforcer ces dispositifs qui sont essentiels pour le développement du territoire. Allez, on avance dans ce débat. Les autres priorités telles que manifestées par les Français dans les études constantes sont pêle-mêle, la santé et l'accès aux soins, plus généralement le maintien des services publics, l'immigration, la sécurité, l'emploi. Stéphane Viry, quelques points de repère dans vos convictions sur ces thématiques, sachant que je précise, nous allons parler ruralité et démographie et de leur déclinaison locale juste après. Allez, pêle-mêle, la santé et l'immigration, vous avez voté pour cette loi asile-immigration en décembre. Peut-être c'est des sujets différents.
important. Bien sûr. L'immigration, effectivement, c'est une question qu'il faut traiter sereinement et sans tabou. La santé, tout également l'offre de santé, et puis peut-être la ruralité et les services publics. Je vais commencer par ça, parce que nous sommes dans les Vosges, département rural. L'accès aux services publics me préoccupe beaucoup. Le dogme de réduire coûte que coûte des classes, notamment dans les écoles, me chagrine tout autant, et je le combats. L'habitat dégradé dans certains villages me pose aussi difficulté. C'est la raison pour laquelle, là aussi, j'ai déposé des propositions de loi. Qui dit ruralité dit forcément agriculture. Il y a des exploitants agricoles dans toutes les communes des Vosges, dans tous les villages, avec des familles. On a un vrai sujet agricole par rapport à la réponse que la nation doit apporter à son agriculture sur des questions de souveraineté alimentaire. Donc moi, je suis très favorable à l'idée qu'on cesse d'avoir cette logique depuis 20 ans de considérer qu'on peut tout numériser, que tout peut se faire par autres moyens. Il faut remettre de l'humain dans les territoires. Il faut savoir y remettre un peu d'argent. Il faut savoir renverser le paradigme en matière de services publics et faire confiance aux fonctionnaires qui font ça, parce que souvent ils le font avec beaucoup de conviction et ils l'ont en eux, cette volonté de. Après, un sujet, c'est le cadre de vie dans les villages. Pour moi, ça me paraît indispensable aussi qu'il y ait de la vie. Donc, on en vient à l'accès à la culture, à ces comités des fêtes, à tous ces hommes et ces femmes bénévoles du quotidien, mais qui permettent tout, qui permettent le lien social, qui permettent tout simplement, probablement, la République. Il y a beaucoup de jeunes retraités dans les... Et effectivement, vous avez raison, Madame Perrin, il y a énormément de jeunes... Encore que l'âge de la retraite, on démunit des Ah, associations. vous êtes un peu excessif, me semble-t-il. En tout cas, la question de l'engagement des retraités, effectivement, dans la vie associative me paraît essentielle. On reviendra peut-être après sur la santé et sur l'immigration. En tout cas, absolument. sur la question de l'emprise de la puissance publique dans le territoire, ça me paraît indispensable. À défaut, on n'est plus en République, c'est la loi de la jungle. Une vraie politique de ruralité. Dominique Perrin, je vous ai vu opiner du chef, forcément. Vous ne pouvez pas aller... Effectivement, nous avons des projets de remettre des fonctionnaires, d'ouvrir des guichets, de réouvrir les guichets qui se ferment. Parce qu'effectivement, il y a des personnes qui ne sont pas à l'aise avec le numérique et puis on ne rentre pas toujours dans les petites cases qu'on nous propose. Par exemple, moi je reçois actuellement des SMS par rapport à Parcoursup. Donc il y a une personne quelque part qui devait répondre à ces SMS et qui ne les a pas. Donc vous voyez, par exemple, il y a des choses qu'il faut supprimer, par exemple. Et puis par ailleurs, la question c'était, vous pouvez me la demander. Elle est globale, hein, Oui, c'est les services publics, c'est le transport, publics, c'est là on est vraiment sur la ruralité. Nous, on a dans notre contrat, notre programme, remettre des moyens humains pour la justice. C'est bon pour la sécurité de nos concitoyens aussi, la justice, parce que la justice fonctionne très mal. Alors là, vous êtes tous d'accord. Tous les programmes prévoient d'embaucher massivement des magistrats. Sauf que lorsqu'il y a eu un projet de loi de programmation pour la justice avec des moyens supplémentaires prévus pour 5 ans, LFI et le Rassemblement national ne l'ont pas voté. Alors après, moi, on va me taxer d'être macroniste parce que j'ai voté un projet de loi qui amenait des solutions concrètes pour les Vosges. Et qu'on reprend dans les programmes plus tard. Mais bien sûr, voir les solutions concrètes. Mais attendez, pour le moment, il n'y a plus de services publics. Tout était chiffré, c'est un projet de loi de programmation. Les hôpitaux sont fermés les uns après les autres. On est sur la maternités, justice. c'est pareil. 2 secondes, Pierre. Je pense qu'on a bien fait de pas Monsieur François, on est sur la justice. On a eu concrètement sur nos pupitres à l'Assemblée un choix à faire. Des moyens concrets de mettre des ressources humaines en plus pour les greffes, pour les magistrats. Alors, ce projet de loi, il était incomplet, franchement. Sur la réponse pénale, sur beaucoup de choses, il était incomplet. C'est l'exemple classique de ce que j'appelle un député utile. Que devais-je voter ? Tiens, il est incomplet, il vient du gouvernement, frénétiquement, je vote contre. Être dans une opposition systématique. Notre groupe a toujours défendu l'intérêt général. Nous avons voté également. En tout cas, là, vous parlez de la justice. Vous aviez un cas concret pour montrer qui vous êtes concrètement. Lorsque vous avez des responsabilités, vous avez voté contre ce projet de loi pour des moyens supplémentaires à la justice, tout autant que la France insoumise. Pierre-François, sur ce... Écoutez, moi ça me fait un peu... j'ai pas envie d'en sourire parce que le sujet est grave, mais honnêtement, les résultats concrets, on les voit pas. Les Français les voient pas. S'ils les voyaient, ils auraient voté pour la majorité d'Emmanuel Macron. Ça n'a pas été le cas. La sanction est tombée. Il n'y a plus de services publics dans la ruralité aujourd'hui. Les postes, elles ferment. Les hôpitaux, les maternités ferment les unes après les autres. Les urgences pédiatriques sont sous l'eau. Aujourd'hui, même Épinal est quand même surchargé. Je pense que les habitants
habitants de Thaon-les-Vosges, ceux qui sont un peu au nord de la circonscription, vont se faire soigner à Nancy. C'est le dernier grand pôle urbain. Heureusement que les métropoles tiennent la route, parce que c'est le projet d'Emmanuel Macron en réalité. C'est tout pour les métropoles, rien pour la ruralité. Donc on demande les efforts toujours aux mêmes. C'est toujours à la ruralité de payer toujours plus d'impôts et d'avoir de moins en moins de services publics au profit des grandes métropoles. C'est un projet de société, c'est un projet européen et mondialiste. C'est Moi, ça j'aimerais pouvoir terminer la ce que j'étais en train de réalité. dire, parce que j'ai été coupée au milieu je vous laisse, s'il vous plaît. Oui, donc j'étais en train de dire que effectivement, on avait en projet de donner des moyens à la justice, à la santé, parce que M. Véry dit qu'il est pour développer, mettre plus de personnel dans les différents services publics, mais quand il vote un projet de loi qui réduit de 700 millions les moyens de l'éducation. Attendez, on parle de santé, on parle d'éducation, madame, parce que en plus j'aimerais que je veux bien, mais dites-moi précisément parce que je puisse répondre. Voilà, parce qu'en fait, nous, on va donc mettre plus de moyens humains pour la santé, pour l'éducation, pour la justice et pour la police. C'est les priorités dans notre programme. Et on a constaté que vous aviez voté dernièrement un projet de loi qui réduisait les moyens de l'éducation. C'est absolument faux. Citez-moi, dernièrement à l'Assemblée nationale, un projet de loi relatif à l'éducation nationale dans notre pays. Dites-le-moi, madame, c'est important, les Vosgiens nous regardent. Ouais, moi, je veux faire du fact-checking là-dessus. Voilà, moi, je veux bien être député sortant et globalement être la cible de tout, même si je ne suis pas dans la majorité, je le répète, depuis 2 ans que je porte la voix des Vosges, je suis un député d'opposition et reconnu comme tel par la Macronie. Moi, je veux bien, effectivement, qu'on m'accuse de tout, que je sois responsable de tout, mais il faut être quand même crédible et sérieux, madame. Je ne peux pas me laisser entacher dans qui je suis par rapport à des votes que je n'aurais pas fait. Sur la santé, j'ai effectivement fait voter des projets de loi qui augmentent l'offre de santé dans le département des Vosges, et j'ai des actions très concrètes actuellement en cours, et c'est la raison pour laquelle aussi je me représente, pour que les Vosgiens aient un accès plus facile en termes d'offre de soins. Ça, je le revendique. Dominique Perrin, là honnêtement on ne peut pas fact-checker parce qu'on ne sait pas à quoi vous faites référence vraiment. Dans la loi plus globale. Quand vous dites plus de moyens pour l'éducation, c'est-à-dire à quel niveau plus de moyens, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on vise à ce qu'il y ait moins d'élèves dans les classes, donc il y ait plus de personnel au niveau... Donc plus de profs. Plus de profs, parce que là, on nous parle de faire porter des uniformes aux élèves, peut-être que la priorité financière, c'est plutôt d'avoir... Comment vous faites pour avoir plus de profs? Parce qu'il n'y a apparemment il n'y a pas assez de candidats au concours de profs. Je veux dire, si il faut revaloriser les salaires des enseignants, effectivement, on peut, et puis il y a aussi, les personnes renoncent aussi parce qu'ils se retrouvent face à des classes surchargées. Et puis, à pallier à des... Par exemple, pour certains, il faut qu'ils fassent aussi de l'administratif. Donc, ils sont très sollicités. Sur les services publics, on a fait le tour. On va parler d'immigration et de sécurité. Vous avez commencé à dire qu'effectivement, il fallait embaucher des fonctionnaires de police, surtout la police municipale, et le retour de la police de proximité. La police de proximité. Et puis, je veux dire, c'est vrai que la sécurité, on parle souvent de dangers venant de personnes étrangères, mais en fait, les violences faites aux femmes sont la cause de beaucoup de décès. Et la justice ne parvient pas à traiter ces affaires. Souvent, elles aboutissent à des non-lieux ou à des choses qui font que les personnes qui sont victimes de viols ou de violences ne sont pas protégées dans un délai raisonnable. Donc, il faut des moyens pour la justice, pour aussi traiter les affaires qui concernent les violences, intrafamiliales qui explosent complètement dans notre département en particulier. Il faut aussi des moyens pour la santé, effectivement, parce que la psychiatrie ne peut plus jouer son rôle en quantité, avec des nombres de lits suffisants. Donc, il y a des personnes qui ont besoin de soins, qui ne sont pas soignées et qui peuvent présenter un danger pour la population. Et pour ce faire aussi, je voulais aussi parler par rapport à l'immigration. On a besoin de médecins et aujourd'hui, on a dans l'hôpital public beaucoup de médecins d'origine étrangère
Et je veux dire, et on a besoin en fait de l'immigration dans de nombreux domaines, parce que sinon notre économie elle fonctionnera pas bien, et nos services publics seraient en difficulté aussi, parce qu'on a actuellement pas assez de personnes pour occuper tous les postes. Donc c'est vrai que on peut dire que les étrangers sont un danger, mais je pense que c'est pas une réalité, une vraie réalité. C'est un peu un discours qui est tenu à longueur de temps par les uns et les autres. Ouais. Mais la sécurité des gens, c'est de pouvoir se nourrir à la fin du mois, c'est de pouvoir se soigner et puis aussi pouvoir avoir une police qui connaisse la vie des quartiers pour identifier les personnes qui posent des problèmes, une police qui soit, c'est ce qu'on a dans notre programme, qui puisse faire des investigations, donc investir dans une police qui fasse des recherches. Avec des récipicés systématiques sur le contrôle d'identité, c'est ce que propose... Parce que ne pas faire une police qui fait que du chiffre, mais une police qui la police ne pourra rien faire, madame. Par rapport à quoi ? Par rapport au récipicé. Vous vous rendez compte qu'on est déjà submergé de formulaires à remplir en France. Et là, vous voyez la police qui va remplir un formulaire pour contrôler l'identité d'une personne. De toute façon, contrôler 10 fois l'identité de la même personne, ça prend aussi du temps. Alors Pierre-François, là-dessus, évidemment, on vous attend. Sur le. C'est un marqueur fort, c'est sûr. L'abrogation, évidemment, pas du tout l'abrogation, mais le maintien de cette loi immigration et le renforcement avec la suppression du droit du sol, qui est la mesure emblématique portée par votre parti. Tout à fait. C'est un engagement politique fort que nous avons depuis très longtemps. Et aujourd'hui, les Français le plébiscitent parce que les Français n'en peuvent plus. Donc, supprimer le droit du sol, c'est une mesure d'urgence. C'est pareil pour faire un état des lieux. Enfin, il y a un moment, il faut il faut couper les pompes aspirantes de l'immigration. Donc, par exemple, l'accès aux soins, on en parlait tout à l'heure. Il faut couper tout ce qui attire en fait certains malheureux à prendre des risques inconsidérables à venir chez nous. Il faut aussi leur expliquer que s'ils ne passent pas par la voie légale, car il y a des voies légales d'immigration, ils n'ont aucune chance d'être maintenus sur le territoire. Donc ça veut dire pas immigration zéro, pour être tout à fait clair, ou c'est Alors pas d'immigration zéro, puisque comme les besoins de main-d'œuvre, vous les entendez, et vous savez que, voilà, c'est le principe. Exactement. Non, mais on va pas commencer par expulser un médecin qui est d'origine étrangère ou en tout cas qui est en situation régulière, qui exerce dans des hôpitaux. Évidemment qu'on va le conserver et peut-être qu'il aura également l'opportunité d'être naturalisé. C'est évident. Mais vous vous rendez compte de l'état actuel de la France avec, je crois, à peine un OQTF sur 10 qui est exécuté. Et puis un OQTF qui est exécuté, aujourd'hui, la personne revient. OQTF, on se moque totalement de l'État ouais. français. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. On ne tient plus les rênes du pays. Sachant que les OQTF sont liés à l'accord du pays accueil qui Exactement. Donc on n'a jamais eu cette volonté politique. Mais on n'a jamais eu cette volonté politique. D'expulser quelqu'un, mais si le pays n'accueille pas... Si le pays ne refuse de reprendre son OQTF, on peut supprimer tous les visas venant de ce pays. On peut aussi faire pression avec les transferts d'argent. Il faut savoir que tous les étrangers en situation irrégulière ou irrégulière qui travaillent sur notre pays, sur notre sol, génèrent de l'argent. Et cet argent est bien souvent envoyé dans le pays d'origine. On pourrait très bien couper ces flux d'argent. Ça ferait une pression considérable, croyez-moi, sur les dirigeants. Il y a quelque chose. Il y a des solutions. C'est pas « Ah ben on peut pas, alors on laisse ». Voilà. C'est la politique de Macron pendant 20 ans, enfin, de tous les gouvernements successifs. On ne peut rien faire, nous sommes trop humains, vous comprenez. Et à un moment, les Français, ils disent stop, là. Ils ont dit stop déjà depuis le repère de Jacques Chirac. Mais la suppression du droit du sol, ça va régler quel problème ? Ça va régler le problème majeur. Nous, on pense beaucoup à nos compatriotes d'outre-mer. À Mayotte, c'est un problème essentiel. Ouais. Il y a des Comoriens qui viennent juste accoucher pour avoir la nationalité française sur le territoire de Mayotte. Cas, hein. Le droit du sol a été supprimé à Mayotte. Hein. Donc c'est le seul territoire français sur lequel c'est un mauvais exemple, là, pour le coup. Non, c'est un bon exemple, puisque ça montre qu'il faut le faire. Mais il n'y a plus de droit du sol à Mayotte. Mais attendez, ça fait 20 ans qu'on le réclame, nous. Ah bah ça, c'est autre chose. Mais aujourd'hui, à l'heure où on se parle, il n'y a plus de droit du sol à Mayotte. Écoutez, j'attends vraiment de voir concrètement si c'est vraiment appliqué. Parce qu'il n'y a aucun contrôle, Mayotte. L'État français est complètement absent. Emmanuel Macron a abandonné les territoires d'outre-mer.
Quand votre président de parti, Jordan Bardella, il l'a redit d'ailleurs à notre micro à la foire de Pousset, dit l'immigration d'aujourd'hui et la délinquance de demain. C'est quand même d'une violence assez importante pour quelqu'un qui est sur notre territoire. Ce parallèle entre immigration et insécurité, vous l'assumez totalement ? Les chiffres parlent. Voilà. Il y a une submersion migratoire qui est très visible en Île-de-France. Et par exemple, pour les délinquants sexuels, les viols de rue, c'est essentiellement des personnes qui viennent d'arriver fraîchement. On ne parle pas de l'immigration que nous avons eue de ces 40 dernières années, des gens parfaitement intégrés. On parle vraiment d'une immigration qui est totalement subie, hors de contrôle. J'ai en tête la colline du Crac. Et maintenant, la politique d'Emmanuel Macron, c'est de ramener donc, cette immigration et irriguer dans les territoires. C'est pour ça qu'à Épinal, on accueille 150 migrants par an. C'est ce qu'appelle votre responsable départemental la population de substitution, pour ne pas dire le grand remplacement par rapport non, à... Non, ce n'est pas de la substitution, c'est une irrigation. Une irrigation, c'est dire... en fait, l'immigration est un projet pour Emmanuel Macron. On règle tous les problèmes avec l'immigration. Il y a des métiers en tension, il y a l'immigration. Il y a un problème démographique, nous avons l'immigration. Ça, c'est le projet d'Emmanuel Macron qui est rejeté en bloc par les Français. Stéphane Viry, sur cet aspect-là, l'immigration, je rappelle, donc vous avez voté cette loi Asile-Immigration à la fin de l'année. Quel est votre point de vue? Où est-ce qu'on doit aller? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est une demande, c'est une demande forte de la population, première chose, c'est vrai. il ne faut pas esquisser le sujet, parce que la France doit effectivement être très claire. Esquiver, vous voulez dire. La France doit être très claire sur la question de sa politique migratoire. On voit bien qu'il y aura une pression migratoire dans les années à venir, compte tenu de l'évolution de la démographie dans le monde, du changement du climat. Moi, je fais 3 constats. Le premier constat, c'est que la France accueille beaucoup d'étrangers, régulièrement. Il y a des titres de séjour qui sont accordés. Le Rassemblement national va considérer que c'est toujours trop, qu'il faudrait effectivement qu'on coupe les vannes. Moi, je ne suis pas encore de cette idée. Et on accueille actuellement 500 000 titres de séjour réguliers, contrôlés par l'administration. Je pense que ça ne pose pas de difficulté dès lors que c'est adossé à une situation de travail. Dès lors qu'il y a une logique économique derrière. Les personnes qui viennent sans respecter la voie légale ont les mêmes droits. Mais en fait, vous avez une position réellement radicale et qui, à mon avis, pose de grosses difficultés par rapport à la Constitution, par rapport à son application. Vous dites des choses qui plaisent effectivement à un certain nombre de Français, mais qui, juridiquement, à l'État, seront inapplicables. Laissez-moi terminer. Donc le constat, c'est qu'effectivement, l'immigration, c'est un vrai sujet. Et aujourd'hui, il y a à peu près 10% de la population, de la démographie française, qui est immigrée. Deuxième constat, c'est que tous les pays de l'Union européenne réarment juridiquement leur système par rapport à ces flux migratoires. La France doit savoir le faire. Et c'est la raison pour laquelle je ne veux pas qu'on considère, notamment vous, madame, que ce n'est pas un sujet qui, effectivement, politiquement, on n'a pas le droit d'en traiter, sauf, effectivement, être taxé, d'être raciste ou être inhumain. Mais on me l'a suffisamment dit dernièrement. Dans notre programme, on en parle de l'immigration. On a une position claire et c'est vrai qu'on préfère régulariser un certain nombre de personnes immigrées qui travaillent, etc., qui payent leurs cotisations en France, pour que leur situation soit plus clarifiée pour eux. Parce qu'effectivement, la délinquance qui se trouve dans la région parisienne, parce que les gens vivent sous des tentes et sont déménagés régulièrement, effectivement, ces personnes, elles ne vont pas participer à la vie économique française, parce qu'elles sont dans des situations d'une telle précarité qu'elles ne peuvent pas s'intégrer dans le monde du travail, puisqu'elles sont déménagées, elles vivent sous des tentes, elles sont brutalisées par parfois la police. Donc dans le programme du nouveau Front Populaire, clairement, il y a effectivement la régularisation totale et complète des travailleurs sans papier. Voilà, ça fait partie de votre programme. Parce que, je veux dire, ces personnes-là font partie de notre économie, et il y a beaucoup d'étrangers qui participent à la vie de notre nation. Donc, je veux dire, ces personnes-là, elles doivent être régularisées pour
pour pas venir en concurrence avec, faire du travail au noir et venir en concurrence avec les salariés français. Allez, vos temps de parole sont quasiment équivalents. Il faut qu'on parle évidemment des dossiers locaux et en tous les cas de vos priorités pour ce territoire de la première circonscription des Vosges et des Vosges. On va rappeler que l'un de vous sera député des Vosges, il ne faut pas l'omettre. Évidemment, on commence avec vous, Pierre-François. Pour vous, quelles sont les urgences, si vous êtes député, quels sont les dossiers sur lesquels vous interviendrez à l'Assemblée nationale pour défendre cette circo et les départements des Vosges? Moi, la première chose que je ferais, c'est d'aller à la rencontre des Vosgiens et des Vosgiennes qui habitent sur le territoire pour prendre en compte leurs préoccupations. J'irai à la rencontre des acteurs donc, du territoire, c'est-à-dire les patrons, les directeurs d'associations, pour leur apporter des réponses au niveau national, car je crois que c'est au sein d'un gouvernement d'union nationale que nous pourrons apporter des réponses concrètes pour les premières préoccupations de nos Vosgiens, qui est le pouvoir d'achat, la sécurité et l'immigration. Donc j'ai des retours aussi du terrain, j'ai pas mal de retours de sportifs qui se plaignent un peu de l'abandon de l'État vis-à-vis des associations sportives, qui réclament quand même un renforcement d'une structure, d'avoir plus de cadres, et donc il faudrait plus de moyens pour les subventionner, car ça me fait penser à un certain projet d'Emmanuel, c'est un projet qui était dans les tuyaux, c'était de rembourser des séances de sport par la sécurité sociale, c'est-à-dire que les médecins puissent prescrire des séances de sport. Je trouve ça étrange que dans le même temps on baisse des allocations pour des aides pour les associations sportives, pardon, j'ai du mal à articuler, alors qu'on réserve cette enveloppe également pour rembourser des soins. Voilà, c'est quelque chose de local et c'est quelque chose pour lequel j'aimerais m'engager. Donc prise de température dans un premier temps et ensuite on fait remonter. Dominique Perrin, il y a des choses plus ciblées, des dossiers qui vous paraissent prioritaires, encore une fois, sur notre territoire. Le dossier, c'est l'hôpital public. Voilà, il faut qu'il ait les moyens de fonctionner mieux que ça. Donc en fait, c'est vrai qu'il est important de partir des constats des personnes de terrain pour monter c'est un travail que vous avez déjà fait l'un et l'autre, même si vous n'êtes pas en place. Moi, j'avais travaillé dans le secteur social. Le problème de la problématique de la dépendance, ça vous intéresse ou pas? Oui. On voit que la population vieillit et que justement il y a des problèmes à accéder aux soins, à accéder à des EHPAD. Je veux dire déjà, pour que les personnes, par exemple, on a besoin de beaucoup d'aide à domicile, Ouais. Et ces personnes qui sont aide à domicile, elles ne peuvent pas, avec les salaires qu'elles touchent aujourd'hui, elles ont des difficultés à payer l'essence, etc., pour aller à domicile. Donc si on augmente le niveau du SMIC, on va pouvoir rendre ces métiers plus attractifs. Et donc, les aides-soignantes, les personnes à domicile, on en trouvera peut-être un peu plus qu'aujourd'hui parce que ce sont des métiers difficiles et qui ne permettent pas de vivre aujourd'hui. Les personnes renoncent des fois à continuer d'être aide à domicile ou auxiliaire de vie parce qu'elles n'ont pas de quoi vivre. Donc, effectivement, on a des problèmes de personnel dans les maisons de retraite parce que c'est d'humain en fait. Si les personnes elles restent dans leur lit parce qu'on les lève pas, c'est un problème de personnel. Problème national pour le coup, mais effectivement, le député aussi. Quand c'est des hôpitaux publics, effectivement, si on dit on recrute un peu plus de personnel dans les lieux. Dans les services publics, il y a aussi les hôpitaux. Stéphane Viry, les priorités pour... Oui, en tout cas, c'est un vrai sujet pour moi, parce qu'il y a des priorités, mais il y a aussi une méthode. Vous l'avez dit d'ailleurs vous-même, il s'agit de porter la voix des Vosges dans les ministères, en réunion à la préfecture. Donc le député qui sera choisi par les Vosgiens, il a aussi cette incarnation à avoir, une forme de crédibilité. Donc la méthode est excessivement importante. Moi, en tout cas, ma méthode reste la même, travailler avec le terrain, les élus locaux, à l'évidence, on ne peut pas faire sans eux.
Travailler avec tous les porteurs de projets, quels qu'ils soient, ça me paraît évident. Travailler avec les associations, je le fais depuis tout le temps. Moi, j'avais jusqu'à la dissolution des actions qui étaient engagées sur la santé, sur l'emploi, sur le développement territorial. On pourrait y revenir, mais on n'a pas le temps. Mais naturellement, si je suis un nouveau député, je réenclenche. Et puis le député, il doit surtout être force de proposition dans un territoire. Actuellement, il se passe une expérimentation sur l'emploi des seniors. Je l'ai voulu, je l'ai porté. On peut encore la bonifier. Actuellement, on porte également une expérimentation sur l'insertion des bénéficiaires du RSA par l'activité sportive, en lien avec les clubs. C'est une idée, ça c'est le député qui le met sur la table. Parce qu'on considère que ça va amener quelque chose. Voilà comment j'entends être député, si d'aventure j'étais encore ce député des Vosges actif et de terrain. Allez, pour en finir, quand même, juste un mot sur la démographie, Philippe, qui sera l'enjeu majeur pour notre département. 2070, l'INSEE nous prévoit à peu près 100 000 habitants de moins sur notre département. On est à 366 000, ça nous mènerait à 260 000. Comment fait-on pour que notre territoire reste attractif, garder des jeunes, en faire venir Pierre-François, un tout petit mot là-dessus, et ensuite il sera temps de conclure chacun. On aimerait vous entendre, c'est un enjeu majeur pour un territoire qui doit vivre. Si on doit perdre un tiers de nos habitants dans le demi-siècle qui suit, c'est quand même plus qu'inquiétant. Il faut attirer les jeunes. On a une proposition avec un chèque formation de 200 € pour les 18-25 ans. Qui peut permettre les employeurs de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes. Donc ça c'est un premier élément. Ensuite il faut relancer la démographie, il faut relancer la natalité et il faut attirer. Comment fait-on il faut convaincre. Pour attirer les populations sur notre territoire, soit circonscription 1, ou dans les Vosges plus généralement, il faut aussi des services publics, il faut arrêter de fermer les collèges, fermer les écoles. Quand vous voulez attirer des familles, si vous voulez que les Vosges ne perdent pas de population, il faut... Après, si vous avez moins d'élèves, vous avez moins de natalité, vous avez moins d'élèves, donc vous avez moins de... Ils vont fermer des classes. C'est l'œuf ou la poule. Non, moi justement, je pense qu'il faut conserver les classes, parce que c'est pas parce qu'on passe de 20 élèves à 15 élèves qu'il faut fermer la classe. Justement, on gagne, on donne aux professeurs de meilleurs moyens, c'est des meilleures conditions finalement pour le taux d'encadrement est meilleur, mais c'est effectivement de l'argent public. Évidemment. Mais c'est un choix de société. On avait des services publics qui étaient, par exemple la Poste, c'était au dernier kilomètre. On avait des services publics de qualité. Et c'est pour ça que les territoires étaient appréciés. Et en fait, on voit que tout le monde fuit en fait ces territoires puisqu'ils sont abandonnés. Donc il faut arrêter de les abandonner. Dominique Perrin, on sait que cette ruralité, clairement, est tombée entre les mains du Rassemblement national. Toutes les études le portent, alors que, de fait, il y a une vingtaine, trentaine d'années, cet électorat était peut-être plus à gauche. Comment faire, alors d'une part pour récupérer ces gens-là de votre côté, et puis encore une fois, comment attirer de nouveaux habitants et faire en sorte que les Vosges ne soient pas sinistrés. Les prix planchers au niveau de l'agriculture, il faut que les exploitants agricoles ils aient des prix corrects pour leur production. On est aussi au niveau écologique pour les circuits courts. Moi, je suis bien placée pour le savoir puisque je suis un magasin bio qui vend que des produits bio et locaux. Donc c'est déjà ça. Après, il y a aussi tout ce qui est autour du bois. Il y a beaucoup de choses à faire au niveau de la forêt et éviter que les coupes partent directement en Chine ou dans d'autres pays. Il y a beaucoup à faire à ce niveau-là. Et puis il faut aussi développer les moyens de transport parce que les personnes sont obligées des fois de quitter les lieux où ils vivent parce que ils n'ont pas moyen de transport pour aller sur leur lieu de travail. Alors développer comment ? C'est-à-dire le transport public, vous voulez dire ? Le transport public, oui, développer les moyens de transport public. Donc un meilleur cadencement avec... Aujourd'hui, avec les ressources qui sont le pouvoir d'achat qui a baissé, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent même plus s'acheter un véhicule ni mettre de l'essence dedans. Donc c'est vrai que quand on dit qu'on augmente le SMIC ou qu'on augmente les pensions, c'est aussi pour que les gens puissent se déplacer et rester dans nos campagnes. Parce que aujourd'hui, je veux dire, parfois les personnes, soit elles partent ailleurs parce qu'il faut être sur le lieu de travail, soit elles ne peuvent pas aller au travail qu'elles trouvent sur place parce qu'il y a beaucoup de difficultés de transport. Stéphane Miry, vous avez 1 minute 30 sur cette thématique-là. Vous avez commencé à parler aussi un petit peu de transition écologique. Vous avez le droit de... En tout cas, la question de la démographie vosgienne et de la jeunesse vosgienne, elle me paraît effectivement au cœur du réacteur.
La jeunesse vosgienne, il faut qu'on puisse lui offrir des formations adaptées à des nouveaux métiers, à l'économie vosgienne. Donc, être très vigilant sur l'enseignement supérieur, qui peut être exprimé notamment à Épinal, me paraît essentiel. On peut aller au-delà Il faut toujours se battre pour aller au-delà, effectivement. Plus on pourra conserver nos postes bacheliers, moins ils partiront et moins ils trouveront des stages ailleurs. Donc plus on peut conserver la jeunesse dans les Vosges, il faut y aller, y compris l'apprentissage et l'alternance. La deuxième chose pour moi, c'est qu'il faut se battre pour notre TGV. C'est jamais acquis que la SNCF décide soudainement de dire jusqu'à Remiremont-Saint-Dié, c'est coûteux, ça ne correspond pas à l'ère du temps de la rentabilité. Donc il faut se battre pour les moyens de transport et notamment pour le TGV. Et troisièmement, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de fonctionner. Il ne faut pas cracher dessus, il faut en être lucide. C'est la notoriété positive des Vosges, l'attractivité. Ce que fait le département avec Je vois la vie en Vosges, etc., ça match, ça percute. Je crois qu'il faut tenir un message positif. Il faut être fier de son territoire et pas chercher à le fracasser en considérant que tout est naze ici. C'est pas comme ça qu'on fait de la politique. On l'a fait pour être positif et pas en ayant un message négatif. C'est le conseiller départemental qui parlait à l'instant. Voilà, allez, c'est les deux. Les deux. on est à peu près à égalité de temps de parole. Vous nous accordez, on est dans les 5% de marge d'erreur. On peut conclure là-dessus, pas de souci par rapport à ça. Par tirage au sort, donc on a prévu que ce soit donc Pierre-François qui aurait le mot de la fin. Alors, je rappelle le principe, vous avez 40 secondes pour vous adresser directement à nos électeurs et en tous les cas aux gens qui sont sur cette circonscription. Allez-y. Alors j'ai envie de dire aux électeurs de la circonscription numéro 1 qu'ils ont devant eux un scrutin historique. Ils ont l'opportunité de pouvoir changer les choses pour la première fois depuis tant d'années. Ils ont l'opportunité de pouvoir agir en matière d'immigration, agir en matière de sécurité et surtout de relancer leur pouvoir d'achat. Et ils ont une occasion historique, donc il faut qu'ils se mobilisent parce que pour mettre en œuvre ce programme, nous avons besoin d'une majorité absolue. Tous les députés sont bons à prendre sur tout le territoire. Il faut qu'on ait une majorité absolue pour que je puisse défendre leurs intérêts des Vosgiens, les défendre au niveau national dans une majorité de Jordan Bardella, qu'il faut qu'il soit absolu, je répète. Donc les 30 et 7 juillet prochains, mobilisez-vous. C'est une occasion historique, ne la laissez pas passer. Dominique Perrin, c'est à vous, la caméra est là. Alors, voter le nouveau Front populaire, c'est faire barrage au Rassemblement national et à ses idées haineuses. Et c'est aussi pouvoir rompre avec la politique menée par la droite et la Macronie. Et c'est aussi pouvoir avoir la possibilité qu'on puisse mettre en place notre programme qui est pour un meilleur pouvoir d'achat et puis aussi des services publics avec plus de personnel et aussi la bifurcation écologique parce que pour bien vivre, il faut avoir des bonnes conditions de vie, il faut avoir les moyens de se nourrir et aussi de vivre dans un milieu supportable parce que si le climat passe à 40 degrés, ça sera terrible. Stéphane Méry, vous avez donc le mot de la fin. Votre caméra est en face de vous. Pour ma part, je suis candidat pour être un député utile à l'Assemblée nationale. J'ai été et je serai un député présent, qui travaille, qui est aux côtés des Vosgiens. J'ai été et je serai un député dont la voix des Vosges est forte et crédible à Paris. Un député utile et responsable, je l'ai dit, un député au service de ses citoyens. Et je serai un député de la nation et pas un député de faction. Moi, je veux faire obstacle à ce que les extrêmes incarnent cette première circonscription. Je me bats pour qu'il n'y ait pas un choix de radicalité sur cette terre qui a toujours historiquement eu un message très positif, un message d'humanisme et un message d'espérance. Voilà, mon engagement, c'est me battre pour vous, tout simplement. Je ne veux pas que cette circonscription soit dénaturée ou embarquée par la France insoumise ou le Rassemblement national. Madame, messieurs, un grand merci à vous. Messieurs, vous avez eu l'élégance de laisser 20 secondes de plus à Madame Perrin. Philippe, grand merci d'avoir co-animé cette émission en notre compagnie. D'autres débats, évidemment, dans les 3 autres circonscriptions. Ce samedi soir, on parlera de la plaine des Vosges, puisque ce sera le débat sur la 4e circonscription. J'en profite pour vous dire qu'il y aura 2 soirées électorales, évidemment en direct sur Vosges Télévisions, les 30 et 7 juillet, et que, Madame, messieurs, vous serez les bienvenus sur notre plateau, mais également pour répondre à nos journalistes sur le terrain. Un grand merci à Vincent Louis qui a ordonné main de maître cette retransmission. Et on se retrouve à très bientôt. Très bonne fin de soirée. Merci à vous, Madame, Messieurs. Merci. Merci.